Un camion s'arrête devant une maison située dans une banlieue tranquille. On peut lire sur le côté du camion « Dératiseur ». Ce n'est pas le travail le plus glamour qui soit, mais il faut bien que quelqu'un le fasse. Au fil des années de travail dans le domaine, ce dératiseur a tout vu. Fourmis, termites, rats. Il n'a cependant jamais accepté un travail qu'il ne pouvait pas gérer. En regardant cette maison, il ne peut s'empêcher de remarquer la pelouse joliment entretenue et les arbustes magnifiquement taillés. Les poubelles sont soigneusement alignées sur le trottoir, prêtes à être ramassées. Cette maison n'a pas l'air d'avoir de problème de nuisibles. Mais ce spécialiste de la dératisation sait mieux que quiconque que les apparences sont parfois trompeuses. Les gens pensent souvent que seuls les bidonvilles délabrés attirent la vermine. Mais il sait que même les cuisines les plus propres sont susceptibles de rencontrer des problèmes avec des envahisseurs indésirables. Il descend de son camion et se dirige vers la porte d'entrée, avec son équipement sur le dos et son bloc-notes dans les mains. Il passe rapidement en revue les informations concernant ce travail. Une femme a appelé son entreprise pour se plaindre d'une importante infestation de cafards, exigeant que l'on envoie quelqu'un immédiatement. Il se souvient qu'elle semblait complètement affolée au téléphone, très troublée par rapport à ce petit problème de cafards. Mais bon, il se dit que certaines personnes n'aiment pas les insectes. Il sonne à la porte et attend. Une vieille femme à l'air désagréable lui ouvre. « Il était temps que vous arriviez !» grogne-t-elle. « Il y a une énorme infestation de cafards dans le sous-sol. Il y en a des centaines. Je veux que vous descendiez, que vous fassiez quelque chose. » « Bien sûr, madame », répond poliment le dératiseur. Son travail consiste en partie à rassurer les clients affolés. Il a l'habitude de ce type de situation. De nombreux propriétaires sont totalement effrayés par les insectes et s'effondrent à la vue d'une araignée ou d'un cafard. Il a l'habitude de s'occuper de toutes sortes de bestioles. Il n'est donc pas du tout inquiet. Il est convaincu que ce travail ne lui posera aucun problème. « Vous êtes entre de bonnes mains avec nous. Nous allons exterminer ces cafards », dit-il en se remémorant la devise de son entreprise qu'il est tenu de répéter. « Ils sont dans le sous-sol, » dit la vieille femme. « J'ai essayé de les tuer, mais ils sont trop nombreux et ils sont trop rapides. Je suis bien trop vieille pour courir après. Cela me fatigue. Je suis descendue avec une bombe insecticide, mais je suis toujours trop fatiguée pour continuer. C'est presque comme si ces insectes me donnaient sommeil. » « Bien sûr, madame. » Le dératiseur n'a même pas le temps de respirer que la vieille dame continue à se plaindre des cafards dans son sous-sol. Il y a bien entendu une explication simple à tout cela. Cette femme est très âgée, donc il lui est difficile de courir sans se fatiguer. C'est beaucoup plus plausible que de croire que les cafards ont en quelque sorte absorbé son énergie comme par enchantement. Mais encore une fois, il a l'habitude d'écouter toutes sortes d'histoires loufoques de la part de clients effrayés. Alors il n'y fait pas trop attention. « Bon, je vais jeter un coup d'œil. » Le dératiseur ouvre la porte du sous-sol et y pénètre dans l'obscurité. Il tâtonne à l'aveuglette et finit par trouver l'interrupteur. Une ampoule suspendue au plafond s'allume. L'escalier est déformé et chancelant. Il se dit qu'il doit faire attention en descendant. Les planches craquent dangereusement sous ses pieds. Le sous-sol est rempli du bric-à-brac accumulé par son propriétaire tout au long de sa vie. Il voit des piles de carton débordant de vieux livres et de vêtements en lambeaux. Des pots de peinture sont empilés dans un coin, au mépris des considérations de sécurité en matière d'incendie. La chaudière est bruyante. On dirait qu'il va falloir la remplacer très bientôt. Il y a une odeur d'humidité et de moisi. Il a l'impression que la vieille femme n'a jamais nettoyé ce sous-sol. Avec ce désordre, il n'est pas étonnant qu'elle ait un problème de cafard. Le dératiseur est frappé par le désordre qui règne dans ce sous-sol et qui dénote par rapport à la façade impeccable de la maison. Le dératiseur sort sa lampe de poche et l'allume. Il la braque dans les coins dans l'espoir de déceler des traces de cette invasion d'insectes. Il ne voit rien. La vieille femme a décrit un sous-sol infesté d'insectes, mais il n'en voit aucun. Il bâille. Pourquoi se sent-il si fatigué ? Ce travail doit être plus épuisant qu'il ne le pensait, car il se sent déjà épuisé. Se pourrait-il que la vieille femme ait raison ? Y a-t-il quelque chose dans le sous-sol qui le fasse somnoler ? Serait-ce à cause de ces cafards ? Non, c'est ridicule. Il en sait suffisamment sur les cafards pour savoir que c'est improbable. Il ne va tout de même pas commencer à croire ce genre de fantaisie. C'est un homme rationnel. Il sait qu'on ne peut pas perdre la tête et espérer réussir dans ce métier. De plus, il se dit qu'il n'a toujours pas vu la moindre trace d'un problème de cafard. Il continue d'explorer le sous-sol et ne trouve toujours rien. Il fronce les sourcils. C'est vraiment troublant. Tout d'abord, la perspective d'expliquer à la vieille dame qu'elle n'a pas de problème de cafard ne le réjouit pas. Elle ne va probablement pas apprécier qu'il lui dise que son esprit lui joue des tours. Mais aussi, il pensait que ce serait un gros travail. S'il ne trouve aucun insecte, il ne pourra pas facturer cette visite à la vieille dame. Quelle perte de temps. Soudain, il aperçoit un mouvement du coin de l'œil. Il se retourne, braque sa lampe de poche dans le coin, juste à temps pour voir quelque chose se faufiler dans une fissure du mur. A-t-il imaginé cela ? Non, se dit-il.
Il a bien vu quelque chose. Génial. Il se rapproche du coin. Il se sent mieux. Il est ravi d'avoir quelque chose à signaler à son client. Peut-être qu'il va trouver toute une colonie dans cette fissure. Ce serait génial. Il pourrait alors préconiser une fumigation complète de la maison, ce qui rapporterait à l'entreprise une somme d'argent conséquente dont elle a bien besoin. Il plisse les yeux et regarde de plus près. Même avec le faisceau de sa lampe de poche braqué sur la fissure, il fait si sombre dans le sous-sol qu'il a du mal à voir. Il voit les planches de bois de la structure de la maison derrière la peinture écaillée du mur. Et s'il plisse les yeux juste comme il faut, il croit voir quelque chose se tortiller juste entre ces planches. Quoi que ce soit, ça s'arrête de bouger quand le faisceau de sa lampe de poche le balaie. C'est très inhabituel. Il sait par expérience que lorsque vous retournez une pierre, les insectes courent toujours se mettre à l'abri. Ils ne sont pas assez intelligents pour faire le mort. Pourtant, c'est exactement ce que cet insecte semble faire. Il se frotte les yeux avec sa main libre pour tenter de faire disparaître sa soudaine sensation de fatigue. Il se sent encore plus fatigué que précédemment, mais il faut vraiment qu'il finisse ce travail. Il se rapproche et le cafard décide de s'enfuir. L'insecte se sauve, essayant désespérément de glisser son petit corps gris entre les planches pour s'échapper. Le dératiseur réagit immédiatement. Il sort une pince à épiler de sa poche et saisit l'abdomen de l'insecte avant qu'il ne puisse s'échapper. Il le rapproche afin de mieux l'observer. Le dératiseur se met à rire. Il a vu toutes sortes d'insectes et il sait reconnaître un cafard quand il en voit un. Ce n'est pas un cafard. Il devine au premier coup d'œil qu'il s'agit d'un criquet parfaitement inoffensif. Comme beaucoup de gens, cette vieille femme a dû paniquer à la vue d'un insecte et supposer que c'était un cafard. C'est une bonne chose. La plupart des gens se moquent d'avoir des criquets chez eux. Alors cette vieille dame sera probablement heureuse d'apprendre la nouvelle. Mais s'agit-il vraiment d'un criquet ? Quand il regarde de plus près, il constate que l'insecte présente des caractéristiques inhabituelles. Il y a d'étranges crochets pointus sur le dessous de son abdomen, suffisamment pointus pour que même un dératiseur expérimenté comme lui hésite à tenir cette chose trop près de son visage. Ce sont des dards. Cet insecte serait-il venimeux ? Et plus étrange encore, en y regardant de plus près, il a le sentiment de voir des fils de métal dépasser de son exosquelette. Le dératiseur bâille à nouveau et se frotte les yeux. Il se sent soudainement très fatigué. Qu'est-ce qui ne va pas chez lui ? A-t-il mal dormi la nuit dernière ? J'aurais dû prendre une deuxième tasse de café ce matin, se dit-il. Pourquoi je n'arrive pas à rester concentré ? D'un seul coup, le sommeil l'envahit. Il s'effondre sur le sol en faisant un bruit sourd et en laissant tomber sa pince à épiler. Le criquet tombe sur le sol et se redresse rapidement, mais au lieu de s'enfuir, le petit insecte se retourne. Il se dirige vers le corps du dératiseur. Il se déplace en ligne droite comme s'il avait un but précis. Ça ne ressemble pas au mouvement affolé, en réponse à un stimuli, d'un insecte. L'insecte rampe sur le visage de l'homme endormi, passant sur son menton, puis sur ses lèvres, et enfin jusqu'à sa narine gauche. Le criquet s'engouffre dans le nez de l'homme. Le dératiseur grogne et marmonne des choses dans son sommeil, mais la sensation d'un insecte qui se promène dans son nez ne le tire pas de son sommeil. Au bout de quelques minutes, le dératiseur ouvre les yeux. Il se redresse en gémissant et se frotte la tête. Mais que s'est-il passé ? A-t-il perdu connaissance ? Quelle honte ! Il regarde autour de lui et trouve sa pince à épiler et sa lampe de poche sur le sol, à côté de lui. Il ne voit plus l'insecte. Où est-il passé ? Il retourne vers la fissure dans le mur mais ne voit rien. Le dératiseur se frotte le nez. Il ressent une gêne dans ses sinus et se demande si ses allergies ne sont pas en train de se déclarer. Mais à part cela, il est incapable de se souvenir de ce qui vient de se passer. Il enfonce ses doigts dans la fissure et les agite, dans l'espoir de trouver une trace de l'insecte disparu. Mais il n'y a rien. Au moins, il sait à quoi il a affaire. Et ce n'est en aucun cas un cafard. Il finit par hausser les épaules, désemparé, et remonte à l'étage. « Avez-vous trouvé des cafards ?» demande la vieille femme. « Je sais qu'il y a des cafards en bas. » Il secoue la tête. « Madame, j'ai fouillé tout le sous-sol et je n'ai pas trouvé de cafard. » Il lui explique que tout ce qu'il a pu trouver dans le sous-sol est un criquet tout à fait inoffensif. La vieille dame insiste sur le fait que ce qu'elle a vu dans son sous-sol n'était pas un criquet, mais le spécialiste a déjà sa propre idée. C'est ennuyeux. Il pensait qu'elle serait heureuse d'apprendre qu'elle n'avait pas de cafard. Et voilà qu'elle veut juste faire des histoires. Il ne compte pas perdre plus de temps avec ses bêtises, surtout quand il y a du vrai travail à faire. Il secoue la tête en remballant son équipement et se prépare à partir. Le dératiseur retourne à son camion et met le contact. En s'éloignant, il pense déjà à sa prochaine mission. Il ne prête plus la moindre attention à cette vieille dame grincheuse et à sa phobie des cafards. Il ne cherche même pas à savoir ce qu'est devenu l'étrange criquet qu'il a trouvé. Il a probablement dû se réfugier dans le mur, pense-t-il. Et il n'a aucune raison de penser que le criquet est toujours avec lui, dans sa tête. Ce dératiseur vient de se faire un nouvel ami pour la vie. Un ami qui s'appelle SCP-2119. SCP-2119 est une créature biomécanique qui ressemble à un petit insecte gris, de 5 à 10 mm de long, possédant un corps segmenté, 6 pattes articulées
et des protubérances sur la tête et l'abdomen qui ressemblent respectivement à des antennes et à des ovipositeurs. Cependant, le SCP-2119 ne semble pas se reproduire, donc ces ovipositeurs sont probablement simplement une forme de mimétisme, quelque chose qui a été ajouté pour donner au SCP-2119 l'apparence d'un insecte ordinaire, afin de le rendre plus discret aux yeux des humains. Les analyses génétiques ont permis de déterminer que les parties constitutives du SCP-2119 sont en grande partie identiques à celles du Grillus rubens, également connu sous le nom de grillon des champs du sud-ouest. Une différence notable entre le SCP-2119 et le grillon des champs, cependant, est que le SCP-2119, également connu sous le nom de parasite émetteur, possède 6 crochets pointus sur la partie inférieure de son corps. Étrangement, le SCP-2119 comporte également des pièces mécaniques, notamment des pièces en silicium qui ne correspondent à aucune marque connue, et des câblages en platine, ce qui a conduit les chercheurs de la Fondation à supposer que le SCP-2119 est un organisme vivant créé de toutes pièces. Pour le moment, la question de savoir qui a fabriqué le SCP-2119 et pour quelles raisons reste un mystère. À bien des égards, le SCP-2119 ne ressemble pas seulement à un insecte ordinaire, mais agit également comme tel. Il est apparemment doté d'une forme de conscience extrêmement rudimentaire et d'une intelligence comparable à celle de ses congénères. Il est ainsi capable de sentir des hôtes potentiels ou de détecter un danger. Il fait preuve d'un instinct de survie commun aux insectes. S'il est découvert par un humain conscient, il s'enfuira ou se cachera. Mais il possède un moyen d'autodéfense qu'aucun insecte ordinaire ne possède. Tout humain qui est à proximité du SCP-2119 commencera à se sentir fatigué et finira par perdre connaissance dans un délai de 3 à 8 minutes. Une fois qu'un sujet humain est inconscient, le SCP-2119 pénètre dans sa tête, soit par les narines, soit par le conduit auditif, et finit par se frayer un chemin jusqu'au cerveau du sujet, où il utilise ses crochets pointus pour se fixer au corps calleux, c'est-à-dire aux fibres nerveuses qui permettent la communication entre les hémisphères gauche et droit du cerveau. Le sujet humain se réveille peu à peu, sans aucun souvenir de l'événement. Après le réveil, le sujet reprend le cours normal de sa vie et continue à vivre comme s'il n'avait pas été affecté. Il ne semble pas que l'infection par le parasite cause des troubles physiques, mentaux ou psychologiques aux hôtes, ni qu'elle affecte leur vie quotidienne de quelque manière que ce soit. Toutes les tentatives visant à extraire le SCP-2119 du cerveau d'un hôte se sont jusqu'à présent soldées par la mort de ce dernier, car le SCP-2119 semble avoir un moyen d'arrêter l'activité cérébrale de l'hôte lorsqu'il est en danger. Une fois l'hôte mort, le SCP-2119 sort de la tête de celui-ci, toujours par les narines ou le conduit auditif, lorsqu'il estime qu'aucun autre humain ne se trouve dans les parages. Une fois que le SCP-2119 s'est installé dans le cerveau d'un hôte, il commence à émettre un signal radio de 514,1875 MHz d'une portée d'environ 3 km, composé de signaux d'une durée de 0,05 secondes, espacés de 2 secondes, probablement dans le but de localiser d'autres hôtes humains infectés. Une fois la connexion établie, les spécimens échangent entre eux un flux continu de signaux de longueur variable, allant de 70 Hz à 1305 Hz, avec une portée allant de 480 cm à 25 cm. Le personnel de la Fondation n'a jusqu'à présent pas été en mesure de détecter un quelconque schéma type dans le signal. On ignore donc s'il s'agit d'une forme de communication ou d'une simple coïncidence. Plus sournois encore, le SCP-2119 semble capable d'entrer spontanément dans un cerveau humain sans passer par l'oreille ou le nez. Les humains qui se trouvent à proximité d'un hôte infecté ont 14% de chances de voir un spécimen de SCP-2119 apparaître spontanément dans leur propre cerveau, puisque le SCP-2119 ne dispose d'aucun moyen de reproduction visible. La manière exacte dont il procède continue de déconcerter les scientifiques de la Fondation. Les spécimens de SCP-2119 sont stockés individuellement dans des enceintes hermétiques constituées de verre imperméable aux radiofréquences et n'en sont retirés que pour les tests. Les tests doivent être effectués dans des chambres hermétiques, dont les murs sont en béton armé, afin de bloquer les transmissions radio des SCP-2119. Tout membre du personnel manipulant des spécimens de SCP-2119 doit porter une combinaison pour matières dangereuses de niveau 3, afin de se prémunir contre les infections. Le SCP-2119 est passé récemment de la catégorie Euclide à Keter, après un incident au cours duquel tous les hôtes ont soudainement cessé tout mouvement, toute respiration et toute activité cérébrale. Il semblait mort. Au bout de 7 minutes et 12 secondes, les sujets sont revenus à la vie, sans aucune conséquence, ni le moindre souvenir de cet incident. Pendant cet intervalle de 7 minutes, les parasites émetteurs ont cessé de diffuser leur bruit de fond habituel et ont diffusé ce qui ressemblait à une conversation sur le lieu de travail entre 2 techniciens travaillant pour la société qui fabrique les SCP-2119. Tous les sujets infectés par le SCP-2119 ont commencé à émettre un étrange bruit de raclement provenant de leur gorge. Les agents ont ensuite déterminé qu'il s'agissait du bruit d'une chaise traînée sur le béton. Après cela, les sujets ont diffusé une conversation entre 2 techniciens qui semblaient ignorer le fait que leurs propos étaient retransmis. Au cours de cette conversation,
Les 2 techniciens se sont plaints d'une personne nommée Rick, dont la fondation suppose qu'elle pourrait être leur superviseur. Puis on a entendu l'un des 2 demander, puis boire une canette de Coca-Cola. La diffusion s'est brusquement arrêtée lorsque l'un des 2 techniciens a soudainement remarqué qu'ils étaient en direct et a coupé la transmission. Le prénom Rick est jusqu'à présent le seul élément dont dispose la fondation pour savoir qui fabrique les SCP-2119. Cependant, à ce jour, toutes les recherches pour déterminer l'identité de Rick ont été infructueuses. Il est pour le moment impossible d'estimer combien de personnes au sein de la population ont été infectées par le SCP-2119, mais compte tenu de la contagiosité du parasite, on pense qu'il est extrêmement répandu. Du fait que l'on ne sache pas comment désactiver le SCP-2119 sans tuer son hôte, le confinement du SCP-2119 est impossible. Qui sait, vous êtes peut-être déjà infecté. Ce n'est pas comme si vous étiez susceptible de vous en rendre compte. À présent, allez consulter une autre rubrique des dossiers du Dr Bob, comme le SCP-5172, le préleveur de corps, pour découvrir une autre histoire effrayante d'insectes rampant jusqu'au cerveau humain. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications afin de ne pas manquer une seule anomalie, car nous poussons toujours plus loin nos investigations dans les archives classifiées de la Fondation SCP.